Pour éviter toute blessure, utilisez plutôt une planification progressive en partant en dehors des machines et en terminant sur les machines lorsque la fatigue est présente et la tension est diminuée. De cette manière, vous optimisez votre sécurité. Alors c'est sans doute une phrase qu'en tant que coach, vous pourriez donner à des pratiquants de fitness ou des athlètes en suivi de préparation physique. C'est peut-être aussi une phrase qu'en tant que pratiquant de sport, vous avez déjà entendue. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que cette phrase est vraie ou plutôt fausse? Alors avant de vous donner une réponse la plus cohérente et intelligente possible, je vous propose de visionner quelques vidéos de sportifs. Les deux premières sont des vidéos de skieurs. Je vous demande d'observer les motricités, la manière de bouger, la manière dont ils exécutent le mouvement. Vous avez Lindsey Vonn pour ceux qui l'auraient reconnu, et sur l'autre vidéo, vous avez un jeune skieur qui passe son étoile d'or. Je vous demande maintenant de faire la même chose avec les deux vidéos suivantes. D'un côté, vous avez de jeunes pratiquants de tennis et en face, vous avez le seul et l'unique Roger Federer. Et pour finir, on fait la même chose dans le baseball avec d'un côté un jeune pratiquant de T-ball U6 à la batte et de l'autre côté, le numéro 34 de l'équipe du Maryland, Laure Russo. Observez et comparez la fluidité dans le mouvement. Alors, mis à part le fait que d'un côté vous avez des débutants et de l'autre des experts, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Autrement dit, quel serait un des paramètres essentiels pour permettre aux débutants de progresser? Alors les techniciens vont me parler ici de contrôle et de développement moteur, de stratégie d'apprentissage et de répétition de mouvement pour une meilleure expérience dans le temps. Ils ont complètement raison. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais tous ces paramètres regroupent un paramètre fondamental qui est l'accès au degré de liberté. Et pour revenir sur le développement de l'enfant, ces degrés de liberté s'acquièrent dans le temps en partant du proximal et en allant vers le distal. Dans chaque stade de développement d'une personne, que ce soit le développement moteur, cognitif, émotionnel, psychologique, on commence proche pour finir plus loin. Pensez à la position fœtus vers l'ouverture, c'est bien du proximal vers le distal. Cette loi proximo-distale chez l'enfant explique que le contrôle moteur commence au niveau du centre avec le tronc pour terminer par les extrémités distales, les orteils et les doigts. Si maintenant on revient sur nos degrés de liberté, c'est la même chose. On contrôle d'abord notre tronc avant de contrôler nos membres supérieurs et inférieurs. Si on reprend notre exemple avec le tennis, on remarque que les jeunes enfants utilisent essentiellement le plan sagittal, donc d'arrière en avant pour envoyer la balle. L'accès au degré de liberté se fait au niveau du tronc et de la tête, mais très peu au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Dans leur perception du mouvement, il est compliqué de comprendre qu'une rotation pourrait amener un mouvement linéaire de la balle, ici vers l'avant et atterrir de l'autre côté du filet.
Donc petit à petit, l'entraîneur va amener par différentes stratégies motrices, par différentes pédagogies, cette rotation dans le plan frontal pour augmenter la puissance dans la balle. Et comme tout nouvel apprentissage, eh bien l'enfant va commencer par un excès de rotation, alterné avec une sous-rotation, pour petit à petit, par essai-erreur et à force de répétition, arriver à une rotation cohérente. Donc petit à petit, il accède à différents degrés de liberté matures. Donc dans la réalité de l'entraîneur, la rotation paraît indispensable dans le bon geste tennistique. Et ils ont complètement raison. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que la réalité du débutant est la même que la réalité quand le geste est maîtrisé? Autrement dit, est-ce que je peux faire d'une pensée relative une pensée absolue? La réponse est non, et c'est justement là où je voulais en venir, parce que le problème se situe à cet endroit précis. Dire que les débutants au tennis ont besoin d'une meilleure rotation du tronc pour permettre une amélioration du mouvement est une pensée relative et tout à fait justifiée au vu du contexte dans lequel cette pensée est créée. Maintenant, dire que tout le monde a besoin d'une dissociation entre les épaules et le bassin pour augmenter cette rotation et augmenter la performance en tennis fait de cette pensée relative une pensée absolue et ne représente en aucun cas la réalité. Quand je maîtrise le geste, ma réalité devient contextuelle et les consignes techniques et d'exercice doivent venir s'implémenter dans ce contexte précis qui est le mien. Si je suis de motricité associée, mon besoin n'est sûrement pas d'aller chercher une augmentation de la dissociation de mes ceintures scapulaires et pelviennes. Sauf si mon sport m'oblige à dissocier, mais ici c'est pas le cas. L'autre contexte qui pourrait me permettre de dissocier est lorsque je suis hyperlaxe. La base de la pyramide de l'action Volodalen, c'est bien la structure. Je suis donc obligé de dealer avec cette particularité. Ce qui prouve encore une fois que c'est le contexte qui va me permettre de prendre une décision et d'adapter mes consignes. Cette pensée relative de la rotation chez le débutant est visible aussi dans le golf, dans le baseball, que ce soit pour les batteurs ou pour les lanceurs, pour l'apprentissage de la passe au rugby, etc. Mais doit-elle pour autant s'appliquer de manière absolue dans chaque sport et devenir la règle universelle? Bien sûr que non. Seul problème, notre cerveau a du mal à fonctionner en dehors des règles universelles. Si je vous pose l'énigme suivante, la voiture rouge consomme 50% de plus que la voiture verte. La voiture verte consomme combien de moins que la voiture rouge? Instinctivement, vous diriez 50%. Mais si on l'applique avec des chiffres maintenant, on se rend compte que si la voiture verte consomme 3 litres, la voiture rouge consommant 50% de plus, donc 1,5 litre, consomme 4,5 litres. Et 50% de 4,5 litres, ça fait pas 3 litres, ça fait 2,25 litres. Si la voiture rouge consomme 50% de plus que la verte, alors la voiture verte consomme 33% de moins, plus ou moins, que la rouge. Donc parce qu'il y avait un 50% de plus d'un côté, vous pensiez qu'il y avait instinctivement un 50% de moins. Et voilà comment d'une règle relative, on en fait une règle universelle, et à quel point c'est compliqué de s'abstraire de cette règle universelle. Pour éviter de longues discussions incessantes qui mènent nulle part, comprenez ce décalage du point de référence. Quel est le référentiel de mon interlocuteur, sur lequel il s'appuie pour émettre ses règles? Quel est mon référentiel, à partir duquel j'émets les miennes? Est-ce que les deux réalités sont différentes? Si oui, alors il devient essentiel d'expliquer la réalité de chacun pour mieux se comprendre. Mon professeur de philosophie à l'université disait toujours que les grands problèmes philosophiques commencent toujours par un problème de définition. Et Aristote, célèbre philosophe grec de l'Antiquité, disait « La définition fait connaître ce qu'est la chose ». Il faut donc définir votre réalité, définir de quoi vous parlez. Reprenons maintenant l'exemple du début de la vidéo. Rappelez-vous, je vous disais que pour éviter toute blessure, il faut plutôt utiliser une planification progressive en partant en dehors des machines et en terminant sur les machines lorsque la fatigue est présente. Cette phrase est tout à fait vraie si l'on s'adresse à un débutant. Une des règles chez le débutant
et qu'il contrôle très peu ses degrés de liberté en distal et que donc, lorsque la fatigue est présente, le contrôle moteur est encore moindre et le risque de blessure augmente. Dans cette réalité, dans ce contexte, on favorise la sécurité et on place le pratiquant, une fois fatigué, sur une machine. Donc dans sa planification, au départ, on évitera de mettre un soulevé de terre en fin de séance jambes, par exemple. Maintenant, si ma réalité est celle de l'expert, on favorisera justement cette expertise. Dans ce cas-là, quelle que soit la fatigue, le soulevé de terre pourra se placer en début, au milieu ou en fin de séance, car la réalité de l'expert le permet. Ce problème de planification de départ doit donc rester une règle relative et en aucun cas devenir une règle absolue. Votre réalité n'est pas la réalité de l'autre. Acceptez que vous observez une problématique avec un prisme différent et que les solutions apportées doivent être cohérentes à chaque situation. Débutant, expert, coach, pratiquant, à chacun sa propre réalité.